Ce qui se passe, si vous voulez, en France, c'est que pour éviter d'avoir une explosion des inégalités, comme il y en a une en Angleterre qui est extrêmement forte, ou aux États-Unis, où il y a énormément de sans-abri, les Français ont décidé, on va pas laisser les gens sans-abri, donc on va donner le RSA, 500 € par mois pour vivre. Et en fait, face à l'appauvrissement global du pays, ça a été, face au fait qu'il y a de moins en moins d'emplois, en fait, il y a moins d'emplois et des emplois très peu payés, comme les emplois ubérisés, eh bien, en fait, l'État français, pour éviter que l'économie s'effondre, a donné du pouvoir d'achat, pour éviter que les gens soient trop en colère, et on a déjà eu les gilets jaunes, a donné, en fait, conservé un filet de sécurité que les autres pays européens n'ont pas pris. Donc c'est le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a des hausses d'impôts, parce qu'en fait, il n'y a plus de richesse créée. C'est le problème, il est très clairement là. Donc plus d'énergie, plus de richesse créée, une population plus pauvre qui attend toujours plus du gouvernement. On a une spirale vraiment Exactement. négative. Ouais, spirale très très négative. Hein. Et ils attendent du gouvernement en France, mais aussi en Angleterre. Hein, puisqu'en Angleterre, le coût du bouclier tarifaire, si je me trompe pas, c'est 100 milliards d'euros sur 2 ans sur l'énergie. Donc même maintenant dans les pays anglo-saxons, il y a un tel appauvrissement qu'il y a aussi ces boucliers qui sont mis en place. Donc on est vraiment très très mal. Ce qu'il faut, c'est recréer de la richesse, recréer de l'emploi, recréer de l'industrie, qui est la clé de la prospérité, très clairement. Le problème, c'est que pour recréer de l'industrie, il ne faut pas être dans un modèle de libre-échange, il ne faut pas être dans un modèle de mondialisation économique, il ne faut pas être dans un modèle de financiarisation qui prélève de l'argent à l'industrie au lieu d'en fournir. Voilà, on a tout faux sur le logiciel, très clairement, et c'est tout le problème qu'on a. Il faut repenser le système. On parle souvent de l'épargne des Français qui est investie en assurance vie pour ceux qui ont une épargne et qui ne représentent qu'un sous-ensemble de la population française. Il y a eu une loi, la loi Sapin 2, qui a donné des pouvoirs à l'État d'éviter que tous les Français puissent retirer cet argent pour éviter, on va dire, une chute du marché financier. On a vu la semaine dernière une grosse intervention en Grande-Bretagne et on est passé pas très loin de la catastrophe économique, on va dire même financière. Ce qui paraissait impensable il y a quelques années, tout d'un coup devient pensable. Donc, au-delà de cette crise énergétique, on a aussi une crise financière qui arrive devant nous. C'est logique, parce qu'en fait, si on a crise énergétique, crise économique et récession, inflation et récession, il y a une crise financière qui peut arriver devant nous. Et vous avez raison de dire que le premier tremblement de terre qu'on a eu, c'est ce problème sur les obligations d'État britanniques, qui normalement sont les choses les plus solides dans les marchés financiers, et ce problème des fonds de pension britanniques. Et d'ailleurs, qui était annoncé, comme vous le dites, par la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, elle disait, en fait, que l'État peut bloquer le retrait d'assurance vie, chose unique. En fait, avant, vous aviez toujours le droit de vendre votre assurance vie, parce qu'ils avaient peur, comme les taux d'intérêt étaient très bas, s'ils remontaient très fort, l'État avait peur qu'à ce moment-là, les gens se mettent à retirer en masse, par exemple, leur assurance vie. Ou si les taux d'intérêt baissaient trop et qu'il y avait un problème de crédibilité sur les assurances, qui gagnent plus beaucoup d'argent sur l'assurance vie, eh bien, dans ce cas-là, ça permettait de fermer le robinet et d'éviter aux assurances vie de faire faillite. Avec la contrepartie, c'est que l'épargne des Français est bloquée. Donc, c'est quelque chose de négatif, très clairement. En 2008, on a vu une banque, Lehman Brothers, je crois, qui a fait faillite. Il y a quelques jours, on a vu une banque suisse qui avait perdu 90% de sa valeur dans les 10 dernières années. 95. 95%. Vous parlez de Crédit Suisse. Oui, Crédit Suisse. Avec une potentielle intervention, on va dire, des banquiers suisses de plusieurs milliards. En France, on a un risque sur les banques ? Il y a un risque partout sur les banques, de toute manière mondiale. S'il y a un problème, une crise financière énorme, en fait, il peut y avoir un risque sur les banques. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Comment fait la croissance depuis 2008 ? Parce que depuis la crise financière de 2008, en fait, l'Occident a des vrais problèmes de croissance. Il n'y a plus de croissance de l'économie réelle parce qu'il n'y a plus de croissance de l'industrie, celle-ci partant en Asie. Il n'y a plus de prospérité en Europe et aux États-Unis. Et en fait, la prospérité, comme vous voyez, elle a été transférée en Asie qui recueille l'industrie. Donc pour faire face à ça et créer quand même un peu de richesse, on a créé de la richesse financière. On a mis les taux à 0% depuis 12 ans. Donc vous vous rendez compte, taux 0%, c'est formidable pour les spéculateurs, c'est formidable pour acheter un bien immobilier, ça fait monter les prix de l'immobilier, ça fait monter le prix des bourses, ça fait monter le prix des obligations d'État, ça fait monter le prix de tous les actifs. On a des bulles partout et des dettes partout puisque les dettes se font à 0%. Donc on a en fait en Occident un château de cartes qui peut s'effondrer s'il y a un coup de vent ou une erreur politique qui est faite. Comme pour Lehman Brothers. Lehman Brothers a fait s'effondrer le marché financier. Si Crédit Suisse s'effondrait, il y aura un effondrement des marchés financiers. Et on n'en est pas loin.
Parce que Crédit Suisse, en fait, c'est une banque suisse internationale, qui spécule beaucoup, qui prête de l'argent à des spéculateurs au point... je vais vous donner un exemple. Ils ont prêté à Archegos, par exemple. C'est un milliardaire qui avait 4 milliards de fonds propres, 4 milliards d'argent lui, qui a rajouté 16 milliards de dettes et qui a acheté des actions. Il y a une action qui a eu un problème en 2021, alors qu'il n'y avait pas de crise financière. Le fonds s'est effondré en quelques jours. Et Crédit Suisse a perdu 5 milliards. Vous voyez les risques que prennent les banques énormes, qui est dû au taux zéro, qui est dû à la spéculation qu'ils financent. Ce Crédit Suisse, aujourd'hui, en fait, il emprunte 3% au-dessus de l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, si ça reste comme ça, la situation, en fait, la banque va faire faillite parce qu'elle aura des marges négatives quand elle reprêtera à ses clients. Donc, on est vraiment à un moment charnière pour Crédit Suisse. Si ça monte à 4%, 4, 5, 6, 7%, à ce moment-là, ça décolle et en fait, la banque sera par terre. La Suisse essaiera de la sauver, mais ça sera très coûteux pour elle. Et puis, ça pourrait faire comme Lehman Brothers avec un écheveau financier qui s'effondre, une confiance qui s'effondre. On a en Allemagne un peu la même chose, la première banque allemande, Deutsche Bank, qui emprunte 1,5% au-dessus de l'État et qui a des gros problèmes financiers et qui un jour risque de s'effondrer. Mais Philippe Bérard, il me semblait qu'après la crise de 2008, on avait appris la leçon en mettant des ratios pour les banques pour vérifier leur stabilité avec BAL 1, BAL 2, vérifier la stabilité des banques. Ça a servi à rien, tout ça? Non, c'est des normes bureaucratiques qui ennuient tout le monde, qui ont été prises, mais qui sont des fausses normes. En fait, on a laissé les marchés financiers spéculer, et même pire. En fait, les banques centrales ont pris de l'argent public, donc elles créent de la monnaie avec leur planche à billets, et elles sont allées acheter des actifs dans les marchés financiers pour faire monter les marchés financiers et pour les empêcher même de s'effondrer à certains moments. On en est là, quoi. L'économie est tellement faible que les banques centrales, au lieu de créer des projets de centrales nucléaires, d'énergie nouvelle, d'hydrogène, elles vont mettre cet argent-là sur les marchés financiers et elles les font monter dans des bulles folles. Et maintenant, on a peur que les bulles s'écrasent. Parce qu'en plus, le marché des produits dérivés qui avait craqué en 2008, notamment sur l'immobilier, ce marché s'est encore développé. J'ai regardé les chiffres, les derniers chiffres. La BRI dit qu'il y a 800 000 milliards de produits dérivés. 800 000 milliards de dollars de produits dérivés dans le monde, dont une partie est pas risquée, mais peu risquée, mais il y a une partie qui est extrêmement risquée. Donc on a des montages financiers partout, de la spéculation et de la dette de partout, et qui n'est pas contrôlée. On a aussi les fonds de LBO, c'est les entreprises, en fait, des entreprises financières qui se montent, comme Blackstone, Apollo, et qui rachètent des entreprises par endettement. Donc elles mettent pour 20 milliards, par exemple, s'ils rachètent 20 millions d'euros d'actions, de cash, 80 millions d'euros de dette pour acheter une boîte de 100 millions. Donc elles surchargent les entreprises de dette. Donc tout ça, il y a un château de cartes. Et alors on a des choses folles. Revenons aux fonds de pension. Pour aller dans le détail, qu'est-ce que vous en pensez? Donc les fonds de pension britanniques, le problème qu'il y a eu, c'est que les taux, en fait, donc les taux étaient à 0%. Il faut voir que le marché des fonds de pension britanniques, il y a 3 800 milliards d'euros investis des retraites britanniques dans des fonds de pension. 35 000 milliards pour les États-Unis de dollars. Donc, on a des sommes considérables. Parce qu'en France, vous payez sur votre salaire des cotisations à la sécurité sociale, et la sécurité sociale renvoie aux retraités, en fait, de l'argent. Là, c'est vous payez des cotisations, en fait, à un fonds de pension, chaque mois. Répartition et capitalisation. Capitalisation. Et à la fin de votre vie, en fait, ces fonds de pension ont investi l'argent et vous rendent des intérêts ou des dividendes à ce moment-là. Le problème qu'ils ont, ces fonds de pension, puisqu'ils marchent, l'économie marche avec des taux à zéro depuis une dizaine d'années en Occident, eh bien, ces fonds de pension, s'ils investissent 3 800 milliards de livres sterling à 0%, ils ont 0% à donner aux retraités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces fonds de pension sont mis à prendre des risques dingues sur les marchés financiers pour trouver du rendement. Donc, je vais vous donner un exemple. Ils ont acheté des obligations britanniques de l'État, donc sans risque, à 0,5%. Ça rapporte rien. Donc, pour gagner 1% de plus, ils ont vendu des options sur les taux à côté de cela, de façon équivalente. Et qu'est-ce qui se passe? Tant que les taux restent autour de 0 ou 1%, ils encaissent 2 fois plus d'argent, donc tout va bien. Si les taux commencent à monter, là, ils commencent à être à 0. Et si les taux explosent à 5 ou 10%, là, en fait, ils n'ont plus de revenus, les fonds de pension. C'est eux qui doivent des revenus. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les taux d'intérêt britanniques, il faut voir qu'on a frisé la catastrophe financière au Royaume-Uni. Ils sont passés en 15 jours de 3%, les taux d'État auxquels emprunte l'État, à 4,5%. On n'a jamais vu ça. Normalement, c'est un mouvement qui se fait sur 2 ans. Là, ça s'est fait sur 2 semaines. Donc, dans une panique, du coup, les fonds de retraite de pension, en fait, ont
ont reçu par leurs banquiers une obligation de donner des dizaines de milliards d'euros d'appels de marge, qu'on appelle d'appels de marge sur ces produits dérivés. Et ces dizaines de milliards d'euros, en fait, ils ont dû vendre, en fait, pour les avoir, comme ils n'avaient pas de cash, ils ont vendu des actifs sur les marchés. Et donc, ça faisait boule de neige, les taux montaient, les actifs baissaient, et il y a un fonds de pension qui a quand même appelé la Banque d'Angleterre à l'aide. C'est comme ça que la Banque d'Angleterre a dit, je vais vous sauver, en fait. Ce qu'on va faire pour vous sauver, c'est qu'on va acheter des obligations d'État britanniques pour que vous puissiez nous les céder et que tout se passe bien. Donc c'est comme ça que c'est revenu à peu près bien. Le problème, c'est que si jamais on continue à faire ça, c'est-à-dire que la banque centrale crée de la monnaie pour acheter des obligations, ça crée de l'inflation. Or, le problème, c'est l'inflation et la hausse des taux. Donc, on est dans la quadrature du cercle. Et c'est un problème absolument majeur. On est vraiment sur le fil, sur la crête, près de l'abîme pour les économies occidentales, là-dessus. Parce que si la crise financière se déclenche, ça va accélérer l'effondrement économique qui va accélérer l'effondrement financier. Alors, de manière traditionnelle, les anglo-saxons ont toujours été un petit peu en avance de nos économies. Elles sont toujours un petit peu en retard. Donc, que peut-on anticiper pour l'économie française, pour les banques françaises, si on a une intervention massive de la Banque centrale française? Non, on n'a pas ces problèmes parce qu'en fait, en France, il y a quand même les restes de la réglementation intelligente qu'il y avait avant. Par exemple, vous voyez, en France, par exemple, il y avait une hausse des prix importante, par exemple, à Paris et dans les grandes villes de province en 2008. Simplement, les emprunteurs n'ont pas le droit, en moyenne, de dépasser ces 35% de leur revenu. C'est-à-dire que quand on emprunte pour un achat immobilier, les banques n'ont pas le droit de vous prêter si ça représente plus que 35% de vos revenus en termes de remboursement chaque mois. Donc la réglementation, quelque part, a du bon parce qu'elle vous protège. Elle a empêché la crise, très clairement. Alors qu'aux États-Unis, vous pouviez avoir des gens qui étaient à 70, 50, 60, 70, 80%. Donc, évidemment, quand il y a un problème, ils ont été obligés de vendre, d'abandonner leur maison. Elle a été vendue aux enchères, parfois à des prix quasiment nuls dans des villes comme Détroit. Donc on n'a pas tout faux quand même en France. Il n'y a pas tout faux. Il faut une réglementation, mais une réglementation intelligente. Le problème qu'on a, c'est que là, aujourd'hui, la réglementation n'est pas forcément intelligente en France, mais en plus, elle vient très souvent de l'Union européenne. Le producteur de normes, et de normes très complexes, c'est l'Union européenne. Et en fait, ces normes ne vont pas... Et on n'a plus ces normes intelligentes. Les normes intelligentes françaises sont en train d'être remplacées par les normes européennes, malheureusement. Voilà, donc on ne va pas avoir de solution comme ça. Et le problème, c'est que crise financière, crise économique, crise alimentaire, crise énergétique, en fait, on va vers une crise politique. Moi, c'est l'impression que j'ai, parce que les gens ne vont pas accepter d'être maltraités, de voir une destruction de leur entreprise pour ceux qui ont monté des entreprises avec des années d'efforts pour cela. Tout ça parce que l'État a pris des sanctions contre la Russie, le marché européen de l'énergie, que les prix s'enflamment de leurs factures d'énergie. Les gens, les entrepreneurs vont pas l'accepter. Les Français vont pas accepter de perdre leur job à cause de ça. Les ménages vont pas accepter de voir une explosion de des prix et donc une destruction de leur niveau de vie. Le problème, c'est que, en fait, il faut absolument changer tout ça. Tout notre modèle économique est faux depuis 40 ans. Mais le problème, c'est que ce logiciel économique, c'est le logiciel économique qui est dans la tête de nos dirigeants. Et nos dirigeants sont pas capables de changer. Quand je dis logiciel économique, reconnaissons même que ça va plus loin, puisqu'on a des dirigeants en France, mais aussi globalement dans l'Occident, qui n'arrivent plus à éduquer les gamins, qui n'arrivent plus à soigner les gens, à avoir un système de santé qui fonctionne, qui n'arrivent plus à enrayer parfois l'insécurité, l'ensauvagement de la société. Donc, on a vraiment un problème global et il y a tout à refonder en Occident. Mais ça ne peut pas se faire avec les dirigeants et les politiques qu'on a aujourd'hui du système, parce que eux ont le vieux logiciel qu'ils n'arriveront jamais à adapter.